Jesus Caritas, Jésus Amour. Deux mots inscrits en haut de chaque page, des milliers de pages. En tête de chaque lettre, des milliers de lettres. Sur la première page de ces carnets, avec le cœur surmonté d'une croix, ils sont sa marque, son sceau, l'explication de toute une vie. Ils donnent un sens à chaque geste, à chaque moment de cette vie dont nous allons évoquer les derniers instants. Mais n'oublions pas qu'il a fallu 58 ans pour que ces mots façonnent un visage d'homme à l'image de ces différentes signatures. Depuis ce visage d'enfant, à l'étudiant de 15 ans, en passant par ce jeune Saint-Cyrien de 18 ans, sous-lieutenant de cavalerie à 20 ans, qui démissionne à 23 ans par goût de l'aventure et amour des voyages. À l'heure où ses yeux s'ouvrent aux réalités invisibles, il a 28 ans. 32 ans, il quitte tout et entre à la trappe. 10 ans plus tard, en 1900, il a 42 ans, après 7 ans de trappe et 3 années de vie solitaire. 2 ans de plus à Beni-Abbès. 50 ans. 53 ans. Jusqu'à ces dernières photos, à l'époque où nous le retrouvons, tel que l'a décrit le premier journaliste venu au Gard en 1914. La bouche ne révélait que douceur et charité. C'était celle d'un grand-père indulgent et tendre. Mais le front et les yeux disaient la volonté de celui qui ne craint rien, qui n'estime chez les hommes que la sincérité et le courage, et qui juge que si notre bonté doit s'étendre à tous, l'indulgence aveugle est souvent pareille à l'injustice. Sous d'épais sourcils broussailleux, ses yeux sombres au regard direct étaient profondément enfoncés. Parfois, quand un récit réveillait l'âme ardente, il lançait une lueur qui rendait au visage tout entier sa vraie physionomie, celle d'un homme énergique qui attend d'autrui au moins un peu de la virilité dont il donne lui-même un si grand exemple. Ces photos récentes permettent de situer Tamanrasset dans son site, à l'époque où il n'y avait encore rien. Les couchers de soleil sont aussi beaux que jadis, mais il faut sortir des maisons pour contempler les montagnes. Charles de Foucauld n'avait qu'à ouvrir sa porte. Il n'était pas gêné par les maisons voisines. De sa porte, il voyait ces montagnes. On les devine sur cette photo prise de son ermitage en 1912. On aperçoit aussi au centre les premières maisons. Ce plan, fait en 1909, situe ses premières habitations. Son ermitage, en bas et à gauche, et le tracé des jardins avec les canaux d'adduction d'eau qui sont des drains souterrains, les fogaras. On voit aussi l'emplacement du gros arbre, dans le cercle vert, et plus à droite,
la maison de Moussa. La largeur de ce plan représente 6 ou 7 kilomètres. Le gros arbre, tel qu'il était à l'époque, c'était le seul tamaris du village et il existe encore. La maison de Moussa Gamassan, l'aménocale des Touaregs de la Hagar, c'est un petit château avec un étage appelé Souro, construit depuis 1908. À la même époque que le fort Motilinski, siège de l'administration militaire française implantée par le colonel Lapérine en 1908 et achevé en 1910. Ce fort, à 55 km de Tamanrasset, dans l'oued Tarawaout, bien situé sur un éperon dominant la vallée, où les jardins étaient cultivés. Mais en ce moment, il ne reste que 3 jardins. La population agricole est partie pour aller cultiver plus bas dans l'oued. Il ne reste que les maisons des commerçants et leurs boutiques. Et les zribas, ces huttes en roseaux, où habitent les militaires arabes et touaregs avec leurs femmes. À Tamanrasset, les zribas ont presque toutes disparu. Et on compte déjà près de 80 maisons en terre, habitées surtout par les jardiniers aratines et quelques familles touaregs. Les touaregs vivent sous les tentes dans les environs, mais la plupart des hommes sont à la garde des troupeaux de Chamel, à plus de 600 km au sud-ouest, dans la Drare, où les pâturages sont magnifiques. Ils doivent combattre les rasieurs qui viennent de l'ouest. Le 3 septembre 1914 est arrivée à Tamanrasset la nouvelle que l'Allemagne avait déclaré la guerre à la France. Charles de Foucauld décide alors de ne pas aller en France comme prévu tant que la guerre ne sera pas finie. Plus tard, après s'être demandé s'il ne serait pas plus utile sur le front comme brancardier ou infirmier, il décide de rester sur place, encouragé par tous ses amis, conscient de l'importance que peut avoir sa présence dans ce pays. En janvier 1915, pour la 2e fois en 7 ans, il est victime de ses excès de travail et de sa mauvaise alimentation. Fièvre, gros maux de tête, difficulté de respirer. Le docteur Vermal, venu à son chevet, lui prescrit un traitement énergique contre le scorbut. Cette médication le remet sur pied en quelques semaines avec les légumes et quelques bouteilles de vin envoyées du fort Motilinski. Voilà presque 10 ans qu'il est installé à Tamanrasset. Il continue, dit-il, sa vie calme et régulière avec occupation habituelle. La copie définitive du dictionnaire occupe tout son temps. À la fin de ce mois de janvier 1915, il en est à la page 1250. Fin juin, il aura terminé. Il lui faudra ensuite un mois entier pour relire soigneusement les 2000 pages. Cela ne l'empêche pas de penser à autre chose et de faire une commande de graines chez Villemorin pour les jardins, spécialement des graines de cotonnier. Pour l'instant, il demande à sa cousine de la laine et du coton pour les femmes à qui il a appris le crochet et le tricot. Paul Ambarek, son domestique des premières années, est revenu. Il est marié et habite une zriba, peut-être la dernière, à 500 mètres en amont de l'Ermitage, sur la même rive de l'Oued. Il s'est assagi et se révèle un bon maçon. Les Redzous marocains s'approchent de plus en plus de la Hagar. Ces quelques hommes ont été faits prisonniers et sont enfermés à Insala. Certains sont venus près de Silette. Ils ont même menacé à Balessa, le village le plus important du Hogar, à une centaine de kilomètres de Tamanrasset. Les cultivateurs sont pour ces rasieurs une tentation permanente. J'ai eu la pensée de construire ici un petit refuge, une minuscule kasbah, où la population de Tamanrasset puisse s'abriter au cas où les coureurs marocains viendraient jusqu'ici. Une kasbah, sans doute comme celle qu'il a vue jadis dans le sud marocain.
un de ces châteaux-magasins ou greniers fortifiés qu'il a décrit dans son livre « Reconnaissance au Maroc ». Il parle aussi de ce projet à ses voisins d'Agrali, et voyant que cela leur plaisait, il commence à faire fabriquer des briques de terre dès le mois de juin. La construction commencera en août avec Paul Mbarek comme maçon. C'est avec Houssen, que l'on voit ici, le chef de la tribu des Dagrali, un de ses meilleurs amis, qu'il a choisi l'emplacement. Sur l'autre rive de l'Oued Tamanrasset, à 150 mètres du gros arbre, sur le point culminant du terrain. Le dictionnaire terminé, il se met aussitôt à la correction et à la copie des 6000 vers de poésie touareg qu'il a déjà longuement travaillé depuis 10 ans. Pour comprendre la suite, situons d'abord sur cette carte l'Ahagar, l'Ager avec Janet, Rat et beaucoup plus au nord, Radames. En effet, la menace vient maintenant de ce côté et on oublie un peu les bandes de razzieurs venant du sud-ouest. On sait que des lettres arrivent de Tripolitaine, la Libye actuelle, demandant aux gens de la Hagar de se rallier à la cause des Sénoucistes. Qui sont ces Sénoucistes? Une confrérie religieuse devenue une puissance financière et une force armée. Elle s'est répandue dans le nord de l'actuelle Libye depuis moins d'un siècle. Récemment, le grand Chir est venu s'établir à Koufra, dans le sud, pour se mettre plus au centre des pays du Sahel sur lesquels la confrérie a étendu son influence. Le nord du Soudan, le nord du Tchad et du Niger. Elle prêche le djihad, la guerre sainte contre les infidèles qui administrent ces pays. Pour les gens du Hogar et du sud algérien, 3 noms dominent l'actualité. Sinarbet, le frère cadet du grand chir de la Sénoussia. C'est lui qui a toute autorité sur le Fezzan et l'Ager, avec Rat comme ville principale, surtout la partie limitrophe avec l'Algérie. Kaoussen, noir mais de race touareg, originaire du Niger, il a grandi dans les écoles de la confrérie et a fait ses preuves dans différents combats, au Tibesti et au Soudan. C'est un chef de bande qui a 200 hommes sous ses ordres. Il agit au nom de la Sénoussia. Son but est d'atteindre Agadez, mais il menace la Hagar en envoyant des lettres à tous les chefs de tribu et aux officiers français. Le troisième est l'ancien sultan de Janet, Hamoud, qui s'est rallié à Silabed et a regroupé autour de lui les combattants touaregs acquis à la nouvelle tendance politico-religieuse. Ce sont tous ceux qui ont refusé l'occupation française et se sont exilés en attendant l'heure favorable, comme Atissi, l'ancien chef du Hogar que l'on voit au centre de cette photo. Atissi est mort avant la guerre européenne, mais d'autres Touaregs rejoignent Sultan Hamoud. Tandis que le fortin commence à se construire, Charles de Foucauld constate que le pays est en pleine crise économique. Il écrit plus de 5 pages pour démontrer que depuis 5 ans, c'est-à-dire depuis le départ de la Périne, il n'y a pratiquement aucun progrès de réalisé dans le pays. Ni pour les nomades touaregs, ni pour les cultivateurs des villages. Il condamne cette situation due à l'inaction des responsables et propose une fois de plus ses idées pour une réorganisation efficace de l'administration. Pourtant, la route carrossable entre Insala et le fort Motinaski est en train de se faire. Elle passera par Tamanrasset. La première automobile est arrivée à Insala en août 1916. Dans le carnet qu'il s'est fabriqué en guise d'agenda, on remarque tous les passages de la poste, soulignés, les visites nombreuses qu'il reçoit, et aussi les visites plus rares qu'il va faire. Été voir un tel. Le 6 avril, passage d'un convoi de munitions. Le 7, il apprend la prise de Janet par les Tripolitains. Le 8,
la révolte des Yuliminben au Soudan. Et on voit que le 11 au soir, à la suite de ces nouvelles, il part pour Motilinski avec un Touareg nommé Ebeki. Il y passera une journée à prospecter les environs pour prouver au sous-lieutenant Constant qu'un point d'eau dans les gorges en aval serait plus défendable que leur fort. Mais il refuse de rester sous la protection des militaires et revient à Tamanrasset où il se sent indispensable au milieu des cultivateurs et proche des nomades. Le 20 juin, le château, comme il l'appelle, est presque terminé. Il décide de transporter son domicile à l'intérieur de cette construction. C'est ce qu'il écrit à la Périne quelques jours plus tard. Je vous annonce que je change d'appartement et même de quartier. Après avoir habité la rive gauche de l'oued Tamanrasset et pendant 11 ans dans l'ermitage que vous avez connu, je m'installe sur la rive droite. C'est une cour carrée de 14 mètres de côté, avec une tour à chaque angle. Les murs sont solides, un bon mètre de large, en bonne brique. Comme cela se construisait, mes voisins Touaregs m'ont engagé à l'habiter, me disant que d'une part je serais plus près d'eux, et que de l'autre, dans le cas où l'on aurait besoin de s'y réfugier, il serait avantageux de trouver le lieu habité et muni de provisions et d'instruments. J'ai fini par me mettre à leur habit et j'ai construit à l'intérieur des bâtiments qui, sans diminuer notablement la cour, qui reste bien suffisante pour recevoir toute la population du village, nomades voisins compris, me permettent de l'habiter. Je m'y suis installé il y a 8 jours, bien que la construction ne soit pas finie, parce que pour l'achever, il me fallait les poutres, les portes, les fenêtres du vieil ermitage. J'ai 3 chambres. Une qui sert à la fois de chapelle, bibliothèque, bureau, et où je couche. Une autre de chambre d'amis. Et une de magasin. Au fond, la porte de la cuisine. J'ai oublié de vous dire qu'au milieu de la cour de mon nouvel ermitage, j'ai un fort bon puits. J'y ai trouvé l'eau bonne et abondante à 10 mètres de profondeur. Ma nouvelle installation est à 1 kilomètre de l'ancienne et beaucoup plus près du village, ce qui, pour les relations avec la population, est un avantage. On voit le gros arbre au fond et à droite, le fortin. Juillet 1916. Pas de pluie depuis les petites pluies de l'été dernier. L'eau baisse d'une manière inquiétante dans tous les points de culture. Ici, à Tamanrasset, tout va encore son train, mais les fogaras sont de plus en plus longues et profondes. Mais en août, une petite pluie suffit à détruire toutes les fogaras. Les sauterelles ont envahi la région. Le 21 septembre, à 4 heures du matin, arrive la nouvelle que 300 sénoucistes marchent sur le fort Motilinski. Le 24, on apprend que le fort serait pris et que les ennemis arrivent le soir même à Tamanrasset. Dans le fortin, les militaires ont déposé les fusils et des caisses de cartouches. Des hommes du village sont initiés au maniement de ces armes en vue d'assurer la défense du village. Tandis que femmes et enfants partent se réfugier dans la montagne, 10 hommes du village viennent prendre la garde dans le château. Les hommes d'Amsel, un village voisin à 30 km au sud, apprenant cette nouvelle, viennent à Tamanrasset pour s'emparer des armes et du ravitaillement qui s'y trouvent. Voyant qu'il est bien défendu, ils font demi-tour et se contentent de voler dans quelques tentes ou maisons vides de leurs habitants. Ce n'était qu'une fausse nouvelle. Ce qui est vrai, c'est que l'armée des sénoucistes est passée à l'est du Hogar, se rendant vers Agadez avec Kaoussen à la tête d'une troupe nombreuse. Fin septembre, les dernières femmes réfugiées dans la montagne reviennent au village. Les voleurs d'Amsel ont dû être dénoncés par leurs victimes,
ils sont mis en prison, du moins 4 d'entre eux, à Motylinski. Un 5e a pris la fuite. On le cherche. Il s'appelle El Madani. 15 jours plus tard, le 12 octobre, 50 Touaregs arrivent de l'Adrar, envoyés par Moussa Agamastan, pour aller au secours des Français au fort Motylinski. Ils ont parcouru plus de 600 km en 7 jours. L'état des gens est à faire pleurer. Je redoute une grande famine pour cet hiver. En prévision, il fait venir des sacs de dattes sèches qu'il a demandés pour les plus pauvres. Je vois presque quotidiennement la famille du petit Ouksem. Chikat, son père, est connu comme le meilleur ami du marabout. Le petit Ouksem, celui qu'il avait emmené en France, est loin dans le sud, à la garde des Chamelles. Il n'y a dans les campements que les femmes et les enfants. En ces mois d'octobre-novembre, on signale vers le sud des groupes d'hommes qui se déplacent, ceux que l'on appelle les ennemis ou les félagas, des hommes qui viennent d'ailleurs. Vers le nord, d'autres ont rasié des chameaux. On dit que ce sont des sénoucistes. Le 15 novembre, l'ermitage est achevé. Les ouvriers sont licenciés, comme on le voit sur cette dernière page de son agenda, qu'il a préparé jusqu'au 1er jour de décembre. Il continue activement son travail. Le 28, il note « Fini les poésies touaregs ». Cependant, les visites se font plus rares. Du 22 au 24, passage du capitaine de La Roche accompagné de l'interprète Belaïd. Zaouline passe presque chaque jour. Vous ai-je dit que j'ai achevé la copie pour l'impression des poésies et des proverbes? C'est complètement fini et bon à imprimer. Il reste la revue des textes en prose qui est peu de choses, et enfin la grammaire qui m'effraie d'avance, mais qu'il faudra pourtant tâcher de mettre tant bien que mal sur pied. Combien d'heures passées à écouter des poésies, à noter ces vers que Dassine et d'autres femmes accompagnaient de leur imzad. Ce même jour, le 28 novembre, il a écrit 8 lettres, dont celle-ci à un officier connu à Beni Abbès et à Tarit de Susviel. 5 autres lettres aux Clarisses de Nazareth qui sont réfugiées à Malte. Une à sa cousine Élisabeth de Morlincourt et une à sa cousine de Foucault. Il répète à chacun que tout est calme dans la gare. Il est tellement lié à la population, et spécialement au chef, que la situation ne peut pas changer tant qu'il est là. C'est le nœud du drame qui se prépare, et c'est ce qu'ont très bien compris ceux qui, de loin, mènent le jeu. Le courrier est passé le matin du 1er décembre. Dans la journée, il écrit encore 5 lettres en réponse aux lettres reçues le matin. Une à sa cousine Marie de Bondy. Une à sa sœur Mimi. Une autre à Louis Massignon qui est mobilisé. Une autre à la Périne qui est sur le front en France. Et une au capitaine de Saint-Léger qui est en France lui aussi. Sur sa table, devant la fenêtre, 15 lettres qui attendent le passage du courrier à son retour de Motylinski. Paul Ambarek a préparé le repas du soir et a quitté le fortin pour regagner sa demeure sur la rive opposée, à 500 mètres de là. Le jour baisse sur Tamanrasset. Je pense en voyant mes créneaux aux couvents fortifiés et aux églises fortifiées du Xe siècle. Est-il monté sur les remparts ce soir-là pour prier ou contempler la lumière du soir? Derrière les rochers qui les protègent, des hommes arrêtent leurs chameaux, attendant le coucher du soleil. Ils sont une quarantaine. D'où viennent ces hommes? Qui sont-ils? Il nous faut remonter quelques semaines en arrière pour comprendre. À la tête de cette troupe bat à Grabelli,
un Touareg agère, qui, depuis une quinzaine d'années, tente d'infiltrer les tribus de la Hagar et de recruter des partisans pour la nouvelle confrérie Senoussia. Avec Ba, une vingtaine d'autres Touaregs venus d'Ager, la région de Djanet, d'Ihérir et d'Orat. Ces hommes portent le drapeau du sultan Hamoud. Les autres sont des gens de la Hagar, de la tribu des Aïtloyennes, ralliés à la cause sénoussiste. Parmi eux, Kerzou, qui était brigadier dans l'armée française et a déserté le fort Motilinski depuis une année. D'autres, parmi ses frères et cousins. C'est Kerzou qui a rencontré El Madani, l'homme d'Amsel, qui s'enfuyait vers Djanet, après la tentative manquée contre le fortin de Tamanrasset. Il a obligé El Madani à faire demi-tour et à l'accompagner jusqu'à ce qu'il rejoigne la troupe de Kaoussen. Les hommes de Kerzou s'unissent alors à ceux de Ba pour former le commando qui va rester dans la Hagar. Tandis que la troupe de Kaoussen poursuit sa marche vers Agadez, celle de Ba et de Kerzou se dirige vers Tamanrasset. Le château où habite le marabout est une proie plus facile que le fort Motilinski. Ce qui les intéresse, ce sont les armes et le ravitaillement qui se trouvent dans le fortin. Le soleil s'est couché sur Tamanrasset. Ce soir du 1er décembre, premier vendredi du mois, la lune en est au 5e jour du mois de Safar. Deux hommes se détachent du groupe et vont à la zériba de Polombarek. Ils le trouvent en train de manger avec sa femme. « Pourquoi te caches-tu? Viens voir de tes yeux ce qui se passe. Suis-nous. » « Je ne me cache pas, et ce qui se passe ne peut qu'être la volonté de Dieu. » À proximité passe un homme du village qui crie en arabe sans se douter de rien. « Mbarek, c'est vrai que les militaires sont venus pour nous emmener à Tarawaout ?» Mbarek répond « Sauve-toi, je suis entre les mains des ennemis. » Les Touaregs qui ne comprennent pas l'arabe lui demandent ce qu'il dit et, sans attendre de réponse, « Allez, viens, tu vas voir. » Il l'emmène avec sa femme. Pendant ce temps, autour du fortin, les autres ont pris position. El Madani s'avance vers la porte. Deux hommes se placent de chaque côté. El Madani frappe à la porte. À l'intérieur, le marabout quitte la pièce où il travaille et où il dort. Au fond de cette même pièce, il y a son oratoire. Il s'approche de la porte d'entrée. « Qui est-ce » ? « C'est le courrier », lui répond une voix de l'autre côté de la porte. Il en trouve la porte et tend la main. El Madani saisit cette main et la retient. Le marabout essaie de résister, s'arc-boutant au montant de l'entrée. El Madani, surpris, est tiré à l'intérieur. Les deux autres se précipitent pour l'aider. Finalement, le marabout est tiré dehors et solidement attaché, les mains derrière le dos, liées aux chevilles. Alors, de toute cette force, il crie, répétant cet appel au secours. « Marabout Yemout ! Marabout Yemout ! Le marabout va mourir! On tue le marabout !» Le marabout est laissé à la garde du plus jeune de la bande, Sermi at-Torah, à qui on fait beaucoup de recommandations pour qu'il ne laisse pas échapper le prisonnier. C'est alors qu'arrivent Paul Mbarek et sa femme. Ils voient le marabout attaché à droite. Lui et sa femme sont gardés sur la gauche. Quelques hommes ont pris position aux alentours pour surveiller les accès. Les autres pénètrent à l'intérieur du fortin et commencent à sortir dans la cour tout ce qu'ils trouvent. Soudain, dans le clair de lune, les guetteurs voient se profiler des hommes avec leurs chameaux, venant des maisons les plus proches et se dirigeant vers le fortin. C'est l'affolement général. Les Arabes, les Arabes! Tous sortent et se jettent dans le fossé. Le premier des méharistes, Bouaïcha, est tué dès qu'il est à portée de fusil.
Son compagnon, Boudjema Ben Brahim, a couru, mais il n'a pas le temps de faire 60 mètres qu'il tombe à son tour. Que se passe-t-il alors? Le marabout a-t-il voulu profiter de la panique pour se détacher? Il fait quelques mouvements. Son gardien a peur et s'affole. Il porte le canon de son fusil près de la tête du prisonnier. Le coup part. C'est Paul Ambarek qui raconte. Le marabout ne bouge ni ne crie. Je ne le croyais pas blessé. Ce n'est que quelques instants après que je vis le sang couler et que le corps glissa lentement en tombant sur le côté. La balle était entrée derrière l'oreille droite et ressortie par l'œil gauche pour aller se ficher dans le mur du fortin. Voyant que le marabout était tué, Ba, le chef de la bande, est furieux et dit à qui veut l'entendre qu'il n'a pas voulu cette mort. Les hommes du village, entendant les coups de fusil, viennent voir ce qui se passe. Ils arrivent les uns après les autres. On les force à rester là. On leur fait croire que les Français ont abandonné le fort Motilinski et que d'autres Touaregs sont allés prendre Insala. Puis on les envoie chercher du bois et de la nourriture pour les chameaux. Alors les Touaregs vident le fortin. Vivres, grains, dattes, tissus, toiles, vêtements, même les vêtements pour la messe, les armes et les munitions, tous les objets qui les intéressent, des chaussures, des instruments médicaux. Tout est sorti à l'extérieur du Bordj. Ils ne trouvent pas d'argent et les livres ne les intéressent pas. Dans le coin où priait le marabout, sur une table recouverte, il trouve un coffret fermé. À l'intérieur, une petite boîte ronde, en verre et en métal doré. Comme elle ne représente aucun intérêt pour eux, elle va rejoindre les papiers dans le sable. Ils ont égorgé le chameau blessé de Bouaïcha. Autour du feu, ils préparent la nourriture et font cuire la viande. Les gens du village sont invités à manger avec eux. On raconte alors ce qui vient de se passer. On discute. Paul Ambarek, d'abord menacé, est défendu par les hommes du village. L'un d'eux se porte garant et on le laisse libre. Les gens du village sont repartis chez eux. Les Fellagas passent la nuit sur place. Le lendemain, dans la matinée, ils s'apprêtent à partir et chargent leur butin. Quand arrive un troisième méhariste, porteur du courrier, Ruder Ben Lakhal. Le voyant venir de loin, tous se précipitent sur les remparts et dans les fossés. Ils tirent sur lui, tous ensemble. Mais aucune balle n'atteint l'homme qui arrive en criant la shahada, conscient que sa dernière heure était arrivée. Ba ordonne de ne plus tirer. Mais le chameau Barak et une dernière balle frappent le méhariste derrière la tête. La troupe s'en va comme elle était venue, évitant Fort Motilinski. Après leur départ, les hommes du village se rassemblent près du corps des victimes. Ils enterrent les 4 hommes. Sur le corps du marabout, ils placent quelques planches avant de le recouvrir de terre. Ils ont creusé les tombes devant le fortin, dans les trous mêmes où avait été prise la terre qui avait servi à la construction. L'unique porte est bouchée avec des briques. Saïd, qui est le chef du village, décide d'envoyer un de ses frères avec Paul Ambarek jusqu'au fort Motilinski pour porter la nouvelle. Les 2 hommes passeront la nuit en chemin et arriveront le lendemain en fin de matinée. Je désire être enterré au lieu même où je mourrai et y reposer jusqu'à la résurrection. J'interdis qu'on transporte mon corps et qu'on l'enlève du lieu où le bon Dieu m'aura fait achever mon pèlerinage. L'année suivante, la Périne, revenue dans la Hagar, fera transporter le corps de son ami sur la hauteur, de l'autre côté du fortin. C'est là qu'il sera lui-même enterré 2 ans plus tard, en 1920. Sur sa tombe, on élèvera cette stèle. Tandis
tandis que le corps de Charles de Foucauld sera emmené en 1929 à 1000 km de là, près d'Elgolea, contre sa volonté. Près de sa tombe solitaire, on élèvera une église. Il avait tant désiré cette mort, comme la venue de l'époux, comme le retour du maître tant attendu. Mais l'époux arrive à l'heure où on ne l'attend pas. Il avait écrit, peu de temps avant, « Je ne puis pas dire que je désire la mort. Je la souhaitais autrefois. Maintenant, je vois tant de bien à faire, tant d'âmes sans pasteur, que je voudrais surtout faire un peu de bien et travailler un peu au salut de ces pauvres âmes. Mais le bon Dieu les aime plus que moi, et il n'a pas besoin de moi. Que sa volonté se fasse. » Il s'était engagé à l'extrême pour ce qu'il pensait être le bien de tous ses amis. C'est là que son Seigneur l'a trouvé. Heureux le serviteur que son maître a trouvé en plein travail. Il le fera asseoir à sa table et le servira. Il lui restait à passer par la mort pour trouver son visage définitif, la conformité parfaite avec son bien-aimé frère et Seigneur. Moussa Agamastan écrira à Madame de Blic dès le 13 décembre. Dès que j'ai appris la mort de notre ami, votre frère Charles, mes yeux se sont fermés. Tout est sombre pour moi. J'ai pleuré et j'ai versé beaucoup de larmes. Et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine, plus qu'à vous. Saluez de ma part vos filles, votre mari et tous vos amis, et dites-leur, Charles, le marabout, n'est pas mort que pour vous autres seuls. Il est mort aussi pour nous tous. Que Dieu lui fasse miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis.